suite à l'hôpital de Donka, la fille est décédée pour une somme de 96 000 francs. Voilà. Oh, dommage. Voilà. Celui du Sénégal, je ne le connais pas, hein, c'est vous qui me l'apprenez. Moi, je connais celui de Coluche en France. Le Resto du Cœur. Qui fait quand même des choses merveilleuses. Voilà. Même si on doit s'en féliciter, c'est une sorte de défaillance de nos gouvernements. Parce que tout cela devrait être le boulot de nos gouvernants. Donc, parce que Coluche, quand il l'a fait pour que ce soit temporaire. Et vous aussi. Mais aujourd'hui, ça devient des institutions. Ça dure dans le temps. Mais quand même, continuez, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Donc, on vous encourage. Merci. 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 Merci beaucoup donc à Kevin d'être venu sur ce plateau. Merci. Dis que tu peux l'accompagner. Hein? Il aime bien être accompagné avec des nappes. Hein? Le petit café, le Kenkeliba Show est en train de se mettre en place tout petit à petit. Nous avons un autre invité de parcours, c'est Adam Abari. Il est reporter de couloir, reporter, celui qui nous permet toujours d'avoir des faits insolites. Il était tout dernièrement sur les traces donc, de ces boulettes de feu qui ont dévasté le village de Tangan. Voilà, le village de Gangan. De Tangan, plutôt, c'est dans la CRD de Massy. Voilà. Et journaliste à la radio nationale, hein, reporter à la radio nationale, reporter. Tu nous as montré assez de sujets quand même, mais celui-ci est un sujet assez particulier. Oui, très particulier parce que là, c'est des boulettes de feu, c'est des torches lumineuses qui, en provenance du ciel, donc qui s'échappent du ciel et qui s'abattent sur le village de Tangan. Il faut rappeler que c'est un village qui est situé à environ 400 km de la capitale Conakry. C'est dans la CRD de Massy et c'est un village qui est assis sur un plateau, mais très élevé. C'est d'ailleurs la définition du plateau en général, mais c'est très élevé, c'est environ 400, 500, je n'exagère rien, 600 mètres du niveau zéro de la mer. Et pour y accéder, c'est vraiment difficile, très compliqué. Et je vous raconte la petite histoire. Quand j'arrivais pour la première fois, c'était la nuit du dimanche à lundi, vers les environs de 1h du matin. Il y a tellement de pentes abruptes, parce que c'est un plateau, comme je le disais tout à l'heure, mais tout autour de ce plateau, il y a des chaînes de montagnes. Okay. Et pour y accéder, il faut faire le pourtour de ces chaînes de montagnes. Et souvent, le véhicule est confronté à des pentes très abruptes, ce qui fait la difficulté d'accéder dans la zone. Bon, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est le village qui est calciné par ces boules de feu. Donc, on va tout à l'heure, vous l'avez dit, on va tout à l'heure écouter ou revoir le reportage que j'ai produit dès après mon retour de ce village qu'on appelle Tangan, situé à 400 km de la capitale. Donc, on va d'abord voir ce village, ce reportage. Cette case qui vient de s'enflammer en plein jour allonge la liste des habitations calcinées dans le district de Tangan. Son propriétaire est serein. C'est ma maison. Elle a pris feu alors que j'assistais à une cérémonie du village. Je m'en remets à la volonté de Dieu. Ce spectacle désolant est vécu au quotidien depuis une dizaine de jours par les habitants de Tangan. Ils supportent impuissants l'agression de la nature contre leur localité qui aurait traversé 4 siècles. Dans cette hostilité à rapport de force inégal, les habitants de Tangan sont d'office vaincus, victimes de leur incapacité à pouvoir interpréter les caprices de la nature. Ainsi, habitations couvertes de paille, plantations d'arbres fruitiers, le couvert végétal et même le cimetière ont été impitoyablement frappés par le mystère. La souffrance, vous la voyez. Depuis l'année dernière, beaucoup de cases ont brûlé. 212 cases sont calcinées. Plus de 900 personnes sont sans abri.
Pour se protéger de ce démon feu, les habitants du district ont vidé les cases de leur contenu. Des habitations fantômes aujourd'hui évitées par les propriétaires eux-mêmes qui préfèrent passer la nuit à la belle étoile dans le froid glacial des montagnes. Ma maison est calcinée, nous sommes dehors, nous passons la nuit dehors. Le district de Tanga est situé à une cinquantaine de kilomètres de la nationale d'Alaba-Pita. Le village est perché à une haute altitude entouré de chaînes de montagnes. L'agriculture est l'activité principale pratiquée par les habitants, sauf qu'aujourd'hui, le couvert végétal a été fortement abusé par les feux mystérieux. Voilà, c'est vraiment déplorable. Comment un SOS, nous lançons donc un SOS pour ce village qui a été ravagé par ces boulettes de feu qui s'échappent du ciel. Oui, bien sûr, c'est plutôt des phénomènes atmosphériques. Ici, dans ce village, heureusement que les habitants ont écarté complètement l'hypothèse que ce soit un esprit qui serait caché quelque part et qui ne serait pas content du village. Ils ont également, je parle des habitants de Tanga, écarté l'hypothèse d'une piste criminelle de ce qui leur arrive. Ils ont observé la nature, ils ont constaté nuitamment des boules, des torches lumineuses qui s'échapperaient du ciel. Et lorsque ces torches sont au contact de la terre, c'est le feu qui jaillit. Donc aujourd'hui, c'est la piste la plus possible à explorer, parce que c'est ce que les habitants eux-mêmes ont observé pendant plusieurs jours. Okay. Et je tiens aussi le fait qu'un des habitants, un vieux, qui m'aurait expliqué qu'une fois dans sa case, le jour où sa case prenait feu, d'abord c'est une lumière vive qu'il a constatée dans sa chambre. Il a pensé que c'est quelqu'un qui serait au-dessus de sa cage et qui l'espionnerait. C'est pas de l'espionnage. Tu aurais enlevé les pailles. Alors il a posé la question, mais qui est sur ma case? C'est après qu'il a constaté la fumée, et immédiatement il a compris que c'est quelque chose de plus sérieux qu'un monsieur qui serait sur sa case, donc c'est de la flamme. Mais il faut dire également qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont constaté qu'ils sont victimes de ces faits, de ces boules de feu, de ces torches lumineuses, alors aujourd'hui tout le contenu des cases, le contenu est complètement vidé. Et chacun est dehors. Ceux qui n'ont pas encore eu le malheur de recevoir ces boules de feu, ils sont dehors, ils dorment à la belle étoile. Vous l'avez suivi dans l'élément de reportage tout à l'heure, le froid glacial des montagnes. Puisque quand vous êtes dans cette région, je vous ai dit que nous sommes sur une haute altitude. Et quand vous êtes à 18 heures, le froid qui vous arrive là, c'est insupportable. On dirait que c'est la glace qu'on a attachée sur votre corps. Et lorsque vous imaginez des enfants mineurs qui dorment à la belle étoile à partir de 18h, 19h à côté de leurs parents, parce qu'il n'y a pas où aller, c'est déplorable. Et quand vous avez vu en début du reportage le feu, cette case a brûlé au moment où on était en tournage. J'étais avec notre guide qui nous orientait. En ce moment, on a entendu ces cris de détresse. Nous avons couru pour voir ce qui se passe. C'est la case qui est située à environ 10 mètres du domicile du chef de district, qui lui-même a été victime. Sa case est à côté calcinée. Il m'a même dit que c'est la case de son frère qui prenait feu. C'est le vieux qui vient d'intervenir. C'était sa case. Et nous sommes arrivés, on a vu ce feu. On a l'impression qu'il y a un organe dans ce feu qui fait sautiller le feu sur la paille. Et on dirait une grenade, ça explose. Et c'est le couvert végétal de ces environs qui prend également, naturellement un autre coup, c'est-à-dire ça s'enflamme à côté et personne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces habitants se sont dit que s'ils apportent ces coups, le danger devient plus important. Ça devient plus grave, ça affecte d'autres milieux, d'autres cases, parce que non seulement les cases subissent les coups impitoyables de ces
de ces boules de feu, mais aussi le couvert végétal. Vous avez vu tout à l'heure dans les images des arbres fruitiers, et lorsqu'une case brûle, vous savez, chez nous, la case, dans les cases, il y a toujours un aménagement pour la conservation des aliments, donc des produits de subsistance qui puissent permettre aux populations de subvenir à leurs besoins au cours de l'année. Et quand la case prend feu, c'est tout le contenu qui part, c'est finalement plus d'alimentation pour le propriétaire de la case. Donc tout le monde reste accroché à ceux-là qui ne sont pas encore victimes ou qui ont réussi très tôt à sortir leurs bagages dehors pour ne pas approximativement le nombre d'habitants de cette localité. Disons 1 millier de personnes, mais la majorité des enfants vraiment. Quand je suis venu à l'école primaire, j'ai vu ces enfants. Il y a quand même une école primaire là. Et cette école primaire, vous voyez, le district de Tangan, il y a 12 autres villages ou hameaux qui relèvent de ce district. Des villages qui sont éloignés de 4 km, de 3 km, de 2 km. Et ces villages, tous ces enfants de ces villages, de ces 12 villages, n'ont pour seul recours en matière, en tout cas de scolarité, que cette école du district central de Tangan. Vous voyez ce que cela fait. Et ces enfants viennent à pied. Et que ce n'est pas le centre urbain seulement qui est victime. C'est aussi les villages, par exemple Laila Tol, un village qui se trouve situé à 3 km du district central, où il n'y a que 2 maisons en tôle. Et 26 cases ont brûlé sur les 31 cases. Vous imaginez, les bagages de ces personnes qui sont sinistrées déjà sont regroupés, entassés dans ces 2 cases. Bon, dans le district central, on peut compter naturellement quelques maisons en tôle, mais les hameaux qui sont éloignés de 3-4 km, c'est extrêmement difficile, très compliqué et c'est pas facile, c'est la désolation. Le plus souvent, le feu ravage tout, quoi. Lorsqu'il tombe, le couvert végétal, vous savez, ça protège le sol, y compris les arbres. C'est-à-dire la paille, y compris les arbres. En tout cas, ce couvert qui est voisin des villages prend feu, ça s'enflamme. Tu as l'impression que tu es dans un conte de fées. Quand je suis arrivé à 1h, par exemple, j'ai vu un arbre qui brûlait. C'est comme si c'est une fiction magique que j'étais en train de vivre, une fiction magique. Un arbre comme ça, la brousse. J'ai dit à mon guide, mais ça c'est quoi? À 1h du matin, je vois dans la brousse un arbre seul, isolé, qui prend feu. Il dit, c'est le phénomène. C'est le phénomène, c'est la réponse que le guide m'a donnée. Ouais. Et en ce moment, avant que je n'envoie mon premier jet pour informer nos auditeurs, c'était à la radio d'abord, j'ai posé des questions à ces habitants qui ne dormaient pas. En ce moment, la piste de l'esprit qui serait caché quelque part et qui ne serait pas content du village, c'était la piste qui était privilégiée. Mais le lendemain, quand j'ai parcouru des hameaux, 3 ou 4 villages, vous voyez l'image que vous voyez en ce moment, c'est quand la case brûlait, les femmes se sont entassées, des cris de détresse, mais les vieux sont venus après pour leur dire, attention, faites attention, n'élevez pas le ton, parce que cette chose-là, on l'appelle comme ça là-bas, cette chose-là, ouais, malheureusement, n'aime pas le bruit. Et voilà, ce qui fait que pas de bruit, pas d'opération de secours, pas de sauvetage lorsqu'une case brûle. Vous restez là, c'est la désolation qui se lit dans le visage des habitants, des vieilles personnes, puisque la majorité c'est de vieilles personnes. Rarement tu rencontres des jeunes dans ce village, ils sont tous partis. Plusieurs raisons expliquent cela. L'accès est difficile dans le village, mais aussi le fait aujourd'hui que le village est en train de subir un phénomène où le ciel crache du feu sur eux. Bien sûr, aujourd'hui, ils pensent que ils s'en remettent tous à la volonté divine, mais espérons que d'un jour à l'autre, des scientifiques, météorologues, pédologues, géologues viendront pour voir les relations qui pourraient exister entre le sol, parce que je vous ai dit qu'ils sont sur un plateau très élevé, entre le sol et l'atmosphère. Il se peut qu'il y ait des sols tout à fait particuliers qui attirent, qui sont comme des aimants, il y a des phénomènes, des éléments qui se regroupent dans l'atmosphère certainement. Je le dis en profane, mais je me dis que c'est tous ces phénomènes qui peuvent connaître une combustion, hein, et attirés par les roches
qui pourrait tomber. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, dès qu'il a été informé de ce phénomène, il a fait dépêcher une délégation d'experts. C'est un Français, un colonel français, ce qu'on m'aurait rapporté quand je suis venu au village, qui serait venu de la France, qui a déjà procédé au prélèvement de quelques données. En ce moment, ils sont en train, au niveau des laboratoires, je crois, français, et faire des études sur les sols et tout ce qu'il a constaté sur le terrain. On attend le rapport pour que le gouvernement intervienne. Je ne dis pas apporte une assistance pour le moment. Il faut d'abord une intervention d'urgence pour voir quelle solution il faut pour que les populations de Tangan soient sauvées. Voilà, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Lambandi, à Conakry, ici. Oui. J'ai une question à poser à M. Barry. Oui. À ce propos. Ok, allez-y. M. Barry, est-ce que vous avez demandé... il y a quelques années, en Ingleterre, la même chose produisait. Oui, bien sûr. Est-ce que vous étiez demandé si... il n'y a pas de lien entre les deux? Bon, c'est possible qu'il y ait ce lien, monsieur. Ce que je pourrais vous dire, c'est que même au niveau de Tangan, Massi, Tangan Maoulé, on l'appelle comme ça, il y a un village qui se trouve dans le bas-fond qu'on appelle Liti. Il y a une dizaine d'années aussi, avait été victime de ces feux mystérieux. Okay. Liti appartenait à ce village Tangan Maoulé. Okay. C'est par souci de découpage administratif que Liti est devenu un autre district à part, et Tangan Maoulé qui se trouve au sommet, etc. Je sais qu'il y a eu, il y a 5-10 ans, également en Inglélandais, c'est le même phénomène. Mais pour le cas de Ningilande, je ne sais pas. Est-ce que le feu venait du ciel ou comme actuellement ce qui se passe dans un quartier voisin de la RTG Colomba, ici pas très loin, où le feu, lui, cette fois-ci, provient du sol. Sous les lits, sous les armoires. Ici, il y a un quartier dont j'oublie le nom, qui est aujourd'hui, au moment où je vous parle, victime, tous les jours qui passent, 2 ou 3 cases. Sont enflammés et là, heureusement, les populations sont habilitées à venir sauver la situation. Mais dans le cas de Tangan Maoulé, je ne sais pas si en Inglélandais aussi ça venait du ciel. En tout cas, si ça vient du ciel, on peut peut-être... On peut lier les deux faits? On peut lier les faits, mais on peut aussi dire que c'est un phénomène atmosphérique. Quand ça vient, c'est l'atmosphère, c'est une intempérie de la nature. C'est comme la pluie, c'est comme la neige. On a vu en Europe du Sud... on le voit souvent pendant la période où il fait très chaud en Europe, des feux qui ravagent des forêts, où on délocalise même des villes. On a vu ça se passe, c'est des intempéries. Et chez nous aussi, certainement, nous sommes en train de vivre ce genre de phénomène. Un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Il est parti. Voilà, donc M. Barry, voilà, nous prenons donc ce téléspectateur. Qui nous arrive maintenant. Voilà. Allô? Il est parti lui aussi. Allô? Bon, en attendant que ce téléspectateur... Oui. Allô? Décidément. Voilà. Monsieur Barry, allez-y. Voilà. Bon. Donc, il y a ce phénomène, mais aujourd'hui, très urgent pour ce village, aussi urgent naturellement. Les boules de feu qui tombent, on ne sait pas d'où ça vient. Pour les habitants qui sont là-bas, ils ont un niveau qui ne leur permet pas naturellement de savoir qu'est-ce qui leur arrive, sauf lorsque la créature est accablée, elle se dit, bon, c'est un fait divin. Mais il y a ce problème, mais il y a un problème d'accès. Okay. C'est un problème d'accès. Il est difficile d'accéder dans ce village. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pas assez d'investissements qu'on a pu réaliser dans ce village. L'eau, par exemple, aujourd'hui, l'un des indices, c'est d'ailleurs l'indice fondamental pour l'indice de pauvreté fondamentale, c'est ça, c'est l'accès à l'eau potable. Ils ne vivent que des sources naturelles.
À plusieurs reprises, des camions du SNAP ont tenté d'arriver à la hauteur. Impossible. Ouais. Actuellement, un camion de 10 tonnes a pu arriver au sommet de la montagne. Sinon, les véhicules arrivent là-bas seulement les jeudis, une fois. Il y a 2 véhicules pour transporter les habitants, etc. Mais il faut aussi dire que c'est des habitants qui se déplacent difficilement. Qui se déplacent difficilement. Un autre téléspectateur rapidement. Et nous bouclons avec M. Barry pour revenir à notre invité de parcours. Allô, bonjour. Allô. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? RTG. Oui, c'est la RTG, oui. Oui, j'ai eu participé à l'émission qui passe à la télé, là. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Je crois qu'il est parti. Ah, ok. Ah, bon, il est là. Je dis, est-ce que ce genre de phénomène n'est pas lié à la présence d'une forme de gaz dans la nature qui se propagerait? Allô? Bon, peut-être qu'on peut lui dire, on a une idée de ce qu'il veut dire. Bon, c'est possible que ce soit des gaz. Oui. Tout ça là, c'est les scientifiques vont le déterminer. Ils sont plus habilités à le faire que nous autres. Nous sommes des journalistes. Moi, personnellement, je suis allé là-bas en tant que journaliste. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, on saura exactement ce qui se passe à Tangan, c'est sûr, parce que déjà, une mission de scientifique est arrivée sur le terrain et a pu faire quelques diagnostics. Voilà, des enquêtes préliminaires en prélevant des échantillons et ces échantillons seront analysés dans les laboratoires et on saura réellement ce qui se passe dans ce village. Merci beaucoup donc à M. Barry d'être venu. Merci Alfred. Et en espérant encore avoir des faits, parce que vous scrutez nous sommes sur le terrain. Tout le pays. Nous sommes sur le terrain. Oui, monsieur Dieng. Il faut surtout leur dire de ne pas croire qu'il y a un méchant au-dessus d'eux qui le fait. C'est scientifique, hein. C'est sûr qu'on le trouvera. Si on le cherche bien, on le trouvera. Ah oui, mais il y a une explication. Oui, ça, il y aura toujours une explication. Voilà, l'irrationnel, le rationnel. On va d'abord s'accrocher au rationnel, après on verra ce que c'est. Ouais, c'est normal, les cultures, on doit les... Il faut les rassurer et peut-être réfléchir à prendre des mesures pour ne pas être victime. Oui, mais il y a une explication. Ok, merci donc. Merci beaucoup. Nous revenons donc à notre invité, Monsieur Pathé Dieng, en compagnie de vos confrères. Vous avez donc écrit depuis quelques années, l'Afrique est-elle incapable de s'unir? Un bouquin qui a fait quand même tache d'huile. Oui, c'est en avril 2002 qu'on a publié ce livre. Et on est 8, un livre collectif. Et la question que nous nous étions posée, c'est, en inversant les rôles et un peu en étant provocateur, l'Afrique est-elle incapable de s'unir pour revenir et chacun, suivant sa discipline, parler du problème d'intégration en Afrique. Moi, j'avais publié sur le parlementarisme en Afrique noire francophone et l'idée que je m'étais posée, c'est de montrer que, suivant l'histoire, dans nos grands empires et autres, aujourd'hui, l'Afrique, c'est comme l'élève de la démocratie. Alors que nous avons inventé la démocratie la plus sélecte. C'est quelle démocratie? C'est ce que j'appelle la démocratie consociative. C'est une démocratie qu'on peut mettre en opposition à la démocratie majoritaire, comme ça se passe à l'Occident. Dans la démocratie consociative, la majorité a la force et la sagesse d'amener les minorités à le rejoindre dans sa vérité et on trouve toujours un entendement. La démocratie consociative à l'africaine qui a existé dans les empires du Ghana, l'empire Songhai, etc., c'est cette même démocratie qui est appliquée aux Nations Unies, par exemple, avec le droit de veto. Le droit de veto impose aux 5 grands de toujours s'entendre. Parce qu'on suppose que s'il y en a un ou deux qui ne sont pas d'accord, et on le voit bien, si la Russie n'est pas d'accord avec une décision, récemment avec le cas de la Syrie, rien ne peut être fait. Donc, en un certain moment, l'Afrique a inventé, il y a plusieurs temps de cela, cette démocratie consociative qui amène à la négociation, qui amène au développement participatif.
Et la démocratie consociative, elle est basée sur un principe qui est d'ailleurs largement développé dans le management. C'est ce que j'appelle la subsidiarité. Okay. La subsidiarité, c'est l'art de répartir le pouvoir depuis la base pour arriver au sommet, et non le contraire de façon pyramidale, où il y a un chef qui décide de tout et qui des fois se trompe lamentablement. On essaie de décentraliser le pouvoir. L'exploitation du continent du continent africain a été un des éléments aussi majeurs traités dans ce bouquin. Tout à fait, parce que dans ce livre, on montre que quand même les 3 siècles d'esclavage que l'Afrique a connu, les temps de colonisation que l'Afrique a connu, aussi bien de la civilisation arabe que de la civilisation occidentale, ont pour beaucoup été dans notre échec d'aujourd'hui. Parce que ceux qui nous colonisaient ou ceux qui nous exploitaient, quand ils amenaient des hommes, ils amenaient les plus forts, ils amenaient les plus intelligents, ils massacraient ceux qui avaient l'écriture et avaient l'intelligence de les combattre, et donc ils ont laissé l'Afrique exsangue. Et dans ce livre-là, moi en tout cas dans la partie qui me concernait et beaucoup d'autres aussi de mes collaborateurs, on a essayé de développer une idée pour que l'Afrique réclame des droits à la réparation. Okay. Et je me rappelle, notre président de l'époque, Abdoulaye Wade, avait pris la parole pour dire que l'homme n'a pas de prix, mais il ne s'agit pas de ça. Moi, je pense que pendant 3 siècles, on nous a exploités, on nous a pris ce qu'on avait de meilleur. Il est temps aujourd'hui, mais comment on peut nous réparer? On peut nous réparer, vu qu'on est en train de négocier la mondialisation avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On est en train de supprimer les droits de douane. On peut donner à l'Afrique le droit privilégié de continuer à frapper des droits de douane du fait de ce qui s'est passé contre ceux qui ont bénéficié de ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Okay. Et ce serait que justice. Sans pour autant dire qu'on se fait acheter ou pas. Non, il s'agit de remettre les pendules à l'heure, d'éviter la marginalisation de l'Afrique, parce que quand même, il faut sortir l'Afrique de cette situation de main tendue tout le temps. C'est honteux, on n'a pas de dignité, on n'a pas de fierté, on a l'impression, je me répète, qu'on n'a rien, alors qu'on est des pays riches. Il faut qu'on le sache. Mais la richesse, elle est potentielle. Il faut le concrétiser en mettant de la valeur ajoutée dans ce que nous avons. Mais regardez l'Afrique aujourd'hui. Tous les produits que nous avons, à commencer par le Niger et son uranium qui va dans des centrales nucléaires et produit de l'électricité pour des pays pendant X temps, de façon presque indéfinie. La bauxite de la Guinée, je ne parle pas du diamant et de l'or qu'on a récemment trouvé au Sénégal. Le pétrole africain est un pétrole lourd. Mais comme les Africains, comme je le disais tout à l'heure, ne se sont pas organisés pour avoir des raffineries capables de traiter le pétrole lourd, les Africains, on leur fait croire qu'ils sont obligés de vendre ce pétrole à des pays qui se sont installés technologiquement, comme les pays développés et autres, qui peuvent, eux, exploiter le pétrole africain parce que le pétrole africain, il est lourd, donc il est moins adapté au pétrole léger des pays du Moyen-Orient pour faire de l'hydrocarbure pour nos voitures, mais c'est un pétrole qui est fondamentalement avantageux pour la pétrochimie. Tous les dérivés du pétrole, parce que le pétrole, ce n'est pas que pour faire de l'hydrocarbure. Et même si l'humain est très intelligent, il faudra qu'on dépasse le fait de prendre du carburant, de le mettre dans des voitures et de le brûler. On peut développer des voitures électriques, tout cela devra venir. Moins polluer la nature, et l'Afrique devra être au point de cela. Parce que il y a aussi une autre question qui a été posée. Faut-il lever l'intangibilité des frontières pour valoriser l'indépendance? Justement, moi je le vois, j'ai un passeport qui me permet de venir en Guinée sans payer de visa. Je peux aller dans les pays ECOWAS, c'est-à-dire la CEDEAO. Donc, je pense que cela a été franchi. Nous, on en a parlé en 2002. Depuis 2002, la CEDEAO a franchi. La franchi. Il y a d'autres étapes dont on a parlé dans ce livre, au plan économique, au plan politique, par exemple, au plan politique. On a parlé du Parlement africain. Mais, moi je me rappelle dans ma partie, je dis qu'il ne faut pas que le Parlement africain qu'on va créer soit une pâle copie de nos parlements, par exemple, comme en Europe, on l'a vu, c'est des histoires de camaraderie et autres. Non, il faut que les parlementaires nationaux restent concentrés dans les problèmes nationaux, et ceux qui se sont investis pour régler les problèmes d'intégration au niveau continental, on envoie d'autres parlementaires qui auront à temps plein, c'est-à-dire il faut supprimer les histoires de cumul, quoi. Okay. Parce que quand on fait bien son travail, on ne peut pas cumuler. Même 2 emplois, c'est presque impossible. Okay. Chacun doit chercher à aller dans l'excellence de ce qu'il fait. Et si c'est une question de rémunération et autres, on peut en parler.
Mais il faut finir le temps où quelqu'un est maire de ceci, député de cela. La France s'y engage, tout le monde n'est pas d'accord, mais il ne faut pas que les Africains copient ce qu'il y a de mauvais. Et là, je rappellerai un grand maître que j'ai en France, Edgar Morin, qui est un grand sociologue, le père de la complexité en France. Il a 93 ans, ce monsieur. Et chaque année, quand on organise les dialogues en humanité à Lyon, c'est des aéropages qu'on fait dans les grands parcs durant l'été quand il fait beau là-bas. Edgar Morin a 93 ans, il vient, il a bon œil, bon esprit. Et c'est lui qui a développé le concept de la politique de civilisation. Pendant plusieurs fois, on l'a invité dans toutes les télés de France, mais on ne lui a jamais laissé le temps d'expliquer. Un jour, dans ces aéropages, il nous explique ce qu'il appelle la politique de civilisation. C'est que la France ne doit exporter et donner que ce qu'elle a de meilleur, et tout ce qu'elle a de mauvais, parce qu'elle en a, elle doit les garder. C'est-à-dire chacun doit s'évertuer à donner le meilleur de lui-même. Et garder ce qu'il a de mauvais. Ben oui, il ne faut pas prendre ce que vous avez de meilleur et l'exporter ailleurs. Et moi, ça m'a subjugué, quoi, parce que je me dis, mais ça fait des heures et des journées que je l'ai écouté. Les journalistes n'ont pas